Bonjour à tous. Certains d'entre vous ont déjà suivi la visite qu'on a fait préalablement à cette conférence. Donc, je vous remercie d'avoir envie de continuer avec nous pour cette présentation autour de la politique de l'arbre à Beauvais. Cette conférence, dans le cadre de la deuxième édition du mois de l'architecture et du patrimoine que nous avons lancé l'année dernière. Et avec le CAUE, nous avons organisé cette deuxième année encore une fois un cycle de conférences qui explore divers aspects du patrimoine, de l'architecture. Et aujourd'hui, nous abordons un aspect que nous n'avions pas du tout traité l'année dernière, qui est l'aspect donc du patrimoine paysager, du patrimoine que représentent les arbres. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Mamadou Ly, qui est adjoint au maire, alors en charge de la vie urbaine et proximité, espace vert, espace public, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Dominique Durand, directeur des paysages. Olivier Ouin, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé, moi, ces dernières années autour des arbres remarquables. Et je vous présenterai aussi un petit peu le travail que j'ai mené avec eux dans le cadre du patrimoine. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne visite et que vous avez apprécié le patrimoine arboré de notre ville. Avant de commencer, je souhaiterais vous transmettre les salutations de Franck Pia, notre maire, qui m'a chargé de le remplacer à cette réunion-là. Et je remercie aussi les services qui m'accompagnent, Dominique Durand et Olivier Roin. Déjà, ils m'accompagnent toute l'année. Et je vous remercie aussi, Madame Ansard, d'avoir intégré ce volet-là sur les différentes conférences que vous menez sur la ville. Moi, je pense que vous avez apprécié les arbres que vous avez visités aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et l'idée aussi qu'on a, c'est de continuer, d'améliorer, de mettre les arbres en valeur en utilisant aussi tous les outils modernes qui sont à notre disposition. Donc, je ne vais pas trop mobiliser la parole puisque je vais aussi laisser la parole aux experts pour pouvoir exposer plus en détail leur travail. Et ils vont plus rentrer dans les détails techniques. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour aussi faire un point sur la politique de la ville par rapport à notre patrimoine arboré. Voilà, je vais passer la parole à Olivier Roin qui va continuer à développer tout ça. Merci Mamadou. Bonjour à tous, je pense qu'on s'est tous vus lors de la visite. Tout à l'heure, dans la déambulation sur les squares, je vous parlais de la canopée urbaine et des enjeux majeurs aujourd'hui sur le réchauffement climatique. La ville de Beauvais avait lancé une étude sur les points chauds de toute la ville. Et donc on a une cartographie aujourd'hui thermique des endroits où sont les priorités pour la ville. La commande du service de la direction des parcs et jardins aujourd'hui, de la maintenance du paysage, c'est de commencer à travailler sur ces points chauds pour anticiper et pouvoir commencer à planter dans des îlots de fraîcheur. On parlait tout à l'heure de la rue de la Loire qui va nous servir d'essai aussi en lien avec toute cette canopée urbaine. Il faut savoir qu'à l'époque, notamment sur certains quartiers, je vous ai parlé des quartiers nord de la ville, l'Argentine, qui est fortement pourvue en masse arborée. Par contre, néanmoins, il s'avère qu'il y a des trous, certains trous notamment sur des liaisons, sur des habitats collectifs qui vont nécessiter certainement des réaménagements. Alors aujourd'hui, on a un ANRU qui qui touche partiellement une partie de ce quartier, mais pas totalement. Donc évidemment, sur les travaux de l'ANRU, il est évidemment bien pris en compte cette problématique d'îlots de chaleur et d'îlots de fraîcheur. Par contre, sur d'autres parties du quartier qui ne sont pas concernées dans le périmètre de l'ANRU, c'est la direction des parcs et jardins et le service de la maintenance du paysage qui sera en charge d'amener des éléments et des projets pour pouvoir lier et rassembler tous les éléments pour qu'on puisse travailler sur ces îlots de chaleur. Alors, pas facile, puisqu'on parlait tout à l'heure de la dualité proximité du bâtiment, ramener de l'arbre, ramener de la fraîcheur. Ça nécessite aussi, comme je le disais, de travailler les essences. Alors, on a un bel exemple ici. Là, vous êtes sur l'avenue Mermoz, qui est l'entrée ouest de la ville. On est sur un alignement, alors là, sur un alignement monospécifique de platanes qui permettent l'exemple d'une canopée urbaine qui permettent de fermer totalement la voirie
Et pour les gens qui la pratiquent régulièrement, vous sentez bien la différence entre le tronçon qui part de l'ancienne prison où il n'y a pas un arbre, et là sur les dernières chaleurs qu'on vit depuis quelques mois aujourd'hui, et l'arrivée dans cette frondaison où là, je vous disais tout à l'heure, on perd tout de suite 10, 12, 14 degrés facile. Et encore, ça c'est sur le ressenti. Sur le mesurable sur les chaussées, c'est pas 10-12, c'est 25-27 degrés d'écart des moments sur des endroits, sur le bitume qui est exposé, sur le bitume qui est, quand on sait que le bitume absorbe la chaleur et va la restituer la nuit. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'habitations autour, c'est un fait, il y en a quand même un peu en contrebas, mais on peut avoir cette même configuration sur un quartier habitat dense, habitat collectif. Là, on est sur l'avenue Jean Moulin, quartier Argentine. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on a un alignement de platanes et un double alignement de l'autre côté. On a une canopée exceptionnelle. Donc là, on est sur des tailles qui sont, ce que je vous disais tout à l'heure, sur le premier rideau, on n'y touche pas. On remonte juste en gabarit routier. On vient juste faire des tailles en perception pour pouvoir faire rentrer au maximum la luminosité et le vent, qu'il y ait au moins un maximum de lumière qui puisse pénétrer jusqu'aux fenêtres, et qu'on ait aussi un habitat qui sèche, parce qu'il y a l'aspect luminosité, il y a l'aspect, souvent on entend, oui, on a des arbres, on a de l'humidité dans les maisons. L'arbre en général ne met pas d'humidité. Par contre, il lutte contre l'humidité. Par contre, la problématique qui gêne sur le bâti, c'est qu'il empêche le soleil de passer, évidemment, et à l'infrastructure de sécher. Donc, ça permet d'avoir des tailles. La problématique, c'est sur le double rideau. Ça a été planté dans les années 60. Les arbres, là, on devait avoir un bon milieu. Je dirais, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des terres urbaines qui n'étaient pas forcément géniales. Là, force est de constater qu'elles ne devaient pas être mal au départ, puisque je pense qu'on est sur des anciennes cultures. Ça devait être du pâturage ou de la culture. Les arbres ont bien poussé. On ne les a pas forcément beaucoup remplacés. Ils sont à maturité. Et donc là, il se trouve la dualité entre l'habitant et l'arbre. Le choix draconien de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on privilégie l'habitant? Est-ce qu'on privilégie l'arbre? Aujourd'hui, on n'est même plus sur ces questions-là. On est sur les questions de dire il faut arriver à vivre ensemble. Donc c'est de s'adapter en termes de technicité, de travailler différemment sur l'arbre, et puis de communiquer. Ces colloques en font partie, les visites qu'on a fait ensemble font partie de ça aussi, sur l'intérêt de préserver les végétaux, de préserver l'arbre, et de se dire, voilà, où est ma place, quels efforts je suis prêt à faire, quels efforts je ne vais pas faire, parce qu'à un moment donné, j'ai le droit de vivre correctement aussi, et puis les conséquences sur la gestion de l'arbre. Aujourd'hui, il est un fait que la priorité, elle est là, c'est de conserver le patrimoine ancien au maximum, dans la mesure du possible. Replanter, oui, c'est très bien, sauf qu'on sait très bien que vous et moi, quand on perd un arbre qui a 60 ans et qu'on replante 3 arbres à la place qui ont 7 ans ou 8 ans de pépinière, le gain, il n'est pas là, et que le gain, on l'aura dans 20, 30 ans, pas avant. Donc c'est au maximum de préserver cette canopée urbaine, d'essayer de s'adapter en fonction des contraintes de l'urbain et du vivant, et de venir replanter. On parle aujourd'hui de forêt urbaine. Oui, on est en train de travailler nous aussi sur des dossiers de forêt urbaine. Alors on a déjà des forêts urbaines dans la ville. De mémoire, on est sur le parc Kennedy. Là, ça doit être le bois de Bracheux, les Aulnay, toute la partie jusque certainement la zone industrielle Cugnot et autres. Par contre, on voit bien qu'il n'y a pas de liaison. C'est des grosses masses, mais il n'y a pas beaucoup de liaison entre elles. Donc difficile de conserver une logique de canopée sur toute la ville. Le but, c'est de reconquérir certains endroits. Alors évidemment, il y a des milieux urbains où on ne pourra pas passer, où il y aura toujours des trous. Le but, c'est d'essayer de reconquérir par le fait de récupérer, de préempter certains terrains privés qu'on puisse racheter et autres, de façon à avoir une connexion, de recréer des corridors et d'avoir un peu sur les zones qui sont identifiées comme îlots de chaleur, des endroits de potentialité de plantation. Sur ces forêts-là, évidemment, le but, c'est de faire une densité, une canopée assez rapide. Donc, c'est des distances de plantation qui sont quand même beaucoup plus rapprochées que sur les plantations traditionnelles, avec des essences, comme parlait Dominique tout à l'heure, des essences qui sont, on va dire, endémiques, si on peut, en sachant qu'on essaye aussi de travailler sur de la résistance hydrique, de la résistance à la chaleur. Et donc, on n'a pas forcément les réponses tout le temps
sur le patrimoine endémique aujourd'hui. Donc on est obligé de faire monter un peu la palette végétale. Je vous parlais tout à l'heure des expérimentations qu'on fait sur les plantes méditerranéennes sur la rue de la Loire. Évidemment que l'objectif, c'est d'associer les deux pour pouvoir répondre à ces deux complexités. Ça, c'est les enjeux de demain pour nous. Au-delà des plans 3000 arbres qu'on a déjà plantés cette année, quasiment on est arrivé au plan final puisque c'était sur l'engagement de la collectivité sur le mandat. Aujourd'hui, on est quasiment arrivé aux 3000 arbres, on y est. Tout à l'heure, j'avais une question aussi de gens qui ont participé à la visite qui nous disaient « vous ne plantez pas assez de fruitiers ». Alors c'est vrai qu'on était très frileux sur les fruitiers jusqu'à encore quelques années. On a eu cette réflexion, on l'a eu par notre équipe municipale qui nous disait c'est dommage, mais on ne voit pas beaucoup dans vos conceptions de fruitiers. C'est vrai. Alors on avait une peur, c'était aussi de la gestion de la production et de savoir comment ça allait se comporter, le vandalisme, la casse. On a commencé il y a quelques années à les intégrer dans nos massifs fleuris. On a vu quelques palmettes, quelques sillons, quelques U-doubles ou choses comme ça. Par contre, on mettait pas beaucoup de fruitiers de plein vent. Aujourd'hui, on commence à en planter et on va en mettre de plus en plus. Alors, on a commencé par le plan d'eau du Canada, où on a une sélection de pommiers qu'on a fait avec l'association chez Croqueux de Pommes, notamment sur des vieilles variétés picardes qu'on a remis un peu au goût du jour sur le plan d'eau. Et c'était justement une zone d'essai pour voir comment ça se comportait. Alors le plan d'eau n'a pas forcément été un choix judicieux aujourd'hui, puisqu'ils ne se développent pas bien. On a un peu de mal, ils ont du mal à arriver à maturité. Et là aujourd'hui, dans le mandat, il y a la création de vergers intergénérationnels. Deux ont vu le jour déjà sur la Trépinière, celui de la Trépinière et puis le parc Kennedy à Marissel. Voisin lieu, reste normalement encore le quartier Argentine, ça ? Le prochain, ça va être sur le quartier Saint-Jean. Et ensuite, on va attaquer le quartier Argentine aussi. Et donc voilà, le premier qu'on a mis en place, en fait, c'est le verger qui se trouve à Saint-Just-des-Marais. À la Trépinière, ouais. Voilà, comme tu l'as dit, c'est que en fait, c'est vrai que à l'intérieur de la ville, dans certains endroits, par exemple, quand on se promène à côté de l'église Saint-Étienne, il y a quand même des arbres fruitiers là-bas, il y a des fruits qui sont dans ce secteur-là. Mais moi, qui passais souvent là-bas, je ne le savais pas. Il a fallu que je me promène avec Dominique pour qu'il me dise « Mamadou, tu as vu, il y a des pommes, il y a pas mal de fruits ici, mais malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. » Maintenant, c'est plus spécifique puisqu'on ne va plus les mélanger avec d'autres végétaux, d'autres arbres. C'est-à-dire qu'on va mettre des endroits dans certains emplacements de la ville que des arbres fruitiers. Et de préférence, on va les mettre aussi pas loin des établissements scolaires. C'est-à-dire que quand on a fait à Saint-Just-des-Marais, on l'a fait à proximité d'un établissement scolaire. L'idée aussi, c'est de pouvoir transmettre aux jeunes générations ce qu'est l'utilité des arbres, en fait. C'est vrai qu'ils nous apportent de l'ombre, ils nous apportent de l'oxygène, ils nous apportent aussi à manger. C'est-à-dire que quand on prend soin d'eux, on a tous ces avantages-là qu'on a. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'air pur, on va avoir aussi à manger. Et comme il y a une étude qui m'a beaucoup marqué, en 2019, il y avait une étude qui a été faite par l'Université d'Ottawa au Canada. Et ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait 14 600 décès qui sont liés aux problèmes respiratoires. Et surtout, ils se sont rendus compte aussi que la population urbaine est beaucoup plus impactée que la population dite hors agglomération. Donc ceci dit, ça nous amène aussi à réfléchir à cette thématique-là. Et donc du coup, les vergers intergénérationnels, comme on dit, c'est la transmission surtout, l'éducation et en même temps pouvoir en profiter pour aussi dire aux Beauvaisiens qu'ils ont la possibilité de cueillir en fait ces fruits-là, parce que ces fruits-là sont comestibles en fait. Il n'y a pas de produits chimiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent le consommer. C'est comme cet été, on a mis en place les jardins éphémères
qui ont duré quand même pratiquement tout l'été. Et il y avait des fruits, des légumes. Et donc, ça aussi, avec la direction des espaces verts, Dominique, Olivier, on s'est dit que ça serait intéressant aussi que les habitants puissent prendre ces légumes-là, puissent aussi pouvoir en consommer. Bon, à un certain moment, au début du mandat en 2020, j'avais pensé aussi à ça par rapport à la maladie, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de légumes qu'on perdait. Mais malheureusement, dans ces endroits-là, on ne pouvait pas autoriser les gens de prendre les légumes, puisqu'on demande qu'il y ait une traçabilité. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas garantir la traçabilité, on était obligé de ne pas autoriser la consommation, même si les légumes qui sont sur place sont consommables. En revanche, les arbres qui sont plantés sur les vergers municipaux, ce sont des arbres qui ont été contrôlés par les services, donc la consommation est acceptable pour la population et pour les jeunes aussi. Donc voilà pour nous les 3 enjeux majeurs sur les années qui viennent. Donc la canopée beauvaisienne, essayer de renforcer cette canopée pour travailler sur le changement climatique globalement, faire du lien avec les différentes générations pour transmettre aussi le savoir et le respect, le message, la plante, et puis continuer à diversifier et à accentuer tout ce qui est végétaux, vergers, autres solutions, verdir la ville et puis faire en sorte que le cadre de vie s'accélère et soit de plus en plus de qualité. Voilà. Donc je vais prendre la parole, je ne vais pas dire brièvement parce que ma partie va être un petit peu aussi développée. Je voulais surtout vous expliquer la méthode que j'ai appliquée quand en 2018, justement, Olivier est venu me voir en me disant on travaille sur une labellisation arbre remarquable, on a ciblé des essences et on voudrait un petit peu documenter l'histoire de ces arbres, voire retrouver la date de leur plantation. C'est pour ceux qui ont suivi la visite, vous avez déjà eu quelques teasings, on en a un petit peu parlé. Ce qui n'était pas forcément évident pour moi parce que d'habitude, donc moi je suis en charge du label Ville d'Art et d'Histoire à Beauvais. Je travaille davantage sur du patrimoine historique, sur du monumental, sur du patrimoine bâti. Le patrimoine paysager et les arbres ne sont pas du tout mon corps de métier. Je ne suis pas forcément non plus très... Voilà, je n'identifie pas forcément tous les arbres. Je me souviens d'Olivier qui me faisait la liste de tous les noms avec des noms latins. C'était un petit peu panique à bord, je ne connais pas tout. Et donc, il a fallu mettre une méthode en place pour ensuite aboutir à cette brochure qu'on vous a présentée pendant la balade. On vous a mis quelques exemplaires à l'entrée si vous le souhaitez. Et c'est vrai que que ce soit sur l'arrière de cette brochure et pour cette première diapositive, j'ai repris une citation de Jean Agelbert, qui a été donc directeur de la manufacture de tapisserie au début du XXe siècle, qui était aussi écrivain, membre de l'Académie Goncourt. Et je trouve qu'elle est assez jolie et elle qualifie encore Beauvais aujourd'hui. Beauvais, la ville aux 1001 jardins. Donc je vous la lis pour le plaisir. Beauvais, la ville aux 1001 jardins, non, je ne les ai pas comptés. Il y en a peut-être plus, mais de haut ils ne font qu'un, si frais et délicieux pour tous ceux qui survolent, et si plaisant et utile à tous ceux qui habitent et cultivent. Donc quand il parle de haut, c'est notamment des hauteurs de la cathédrale, puisqu'à l'époque elle était un peu ouverte à tout vent et tout le monde pouvait monter, ce qui fait qu'on a énormément de graffiti là-haut, ce qui est un bonheur pour, on va dire, les historiens ou les archéologues du bâti. Maintenant on ne peut plus pour des raisons de sécurité. Et vous le verrez par la suite, effectivement, il y avait de nombreux jardins, mais surtout privés, qui ponctuaient la ville. Alors, comment retracer l'histoire d'un arbre ? C'est un peu cette méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui. Moi, comme je vous le disais, j'ai plutôt l'habitude de retracer l'histoire d'un édifice. Et dans ces cas-là, quelles sont les sources que j'utilise ? Il y a déjà l'édifice en lui-même. Si on prend la cathédrale, donc là, on regarde ces différentes photos. Celle du haut qui est Notre-Dame de la Basse-Œuvre. On lit un bâtiment pré-roman par ses matériaux, ses baies, l'absence de voûte, par exemple. Tandis que la cathédrale gothique, quand vous avez l'œil aguerri, vous voyez que le chœur est du XIIIe siècle par son style architectural rayonnant, que la façade du transept est du XVIe siècle par son style architectural flamboyant. Pour quelqu'un qui a l'œil aguerri, c'est assez facile, on remet les siècles facilement. Ensuite, on utilise des archives écrites. Alors là, je vous ai mis un
une délibération du conseil municipal des années 70. Bien sûr, il n'y en a pas pour la cathédrale, hein, c'est pas, le lien n'est pas fait. C'est un exemple quand j'avais travaillé sur l'histoire de la piscine Tournesol Bélier. Donc on utilise un édifice, on utilise des archives écrites, les archives aussi iconographiques, c'est-à-dire les plans, les photos anciennes, les gravures. Tout ça nous donne des informations sur l'histoire d'un édifice et aussi, bien sûr, l'archéologie. Donc on ne va pas revenir dessus, ce n'est pas l'objet de la conférence. Est-ce qu'on peut appliquer cette même méthode à un arbre ? C'est ce que j'essaie d'appliquer puisque j'avais encore jamais travaillé sur ce sujet-là à partir de 2018. Alors, si on applique cette même méthode, l'arbre en lui-même. Alors justement, si on savait dater rien qu'en regardant l'arbre lui-même, je pense qu'Olivier ne serait pas venu me voir. Il aurait réussi à donner une date ou une datation sans moi. La meilleure méthode, c'est de le couper, de regarder les cernes, mais je pense que ce n'était pas forcément la méthode, vu qu'on voulait les conserver justement et les valoriser. Donc l'arbre en lui-même ne nous aide pas, même si sa taille peut nous dire qu'il a un certain âge, mais ce n'est pas forcément précis. Les archives écrites, donc ça on en a parlé pendant la visite. Est-ce que les archives écrites nous mentionnent la création des jardins, la plantation des arbres ? Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas si simple. Dans nos archives écrites, donc quand on travaille dans une collectivité comme la mairie de Beauvais, les principales archives, ce sont les délibérations du conseil municipal. C'est là que sont prises les décisions. On peut aussi avoir tout ce qui est facture, décision, mais on les garde moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on va faire du tri. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les délibérations du conseil municipal. Les plantations sont très rarement mentionnées. Ce sont plutôt les abattages. Pourquoi on mentionne essentiellement les abattages ? C'est parce qu'une fois qu'on abat le bois, on le vend, donc ça fait une rentrée d'argent à la collectivité. Et les délibérations, justement, doivent mettre en lumière, vu que les comptes sont publics, tout ce qui est vente, achat, de n'importe quel type d'achat public. Donc on mentionne beaucoup les abattages. Je vous ai mis l'exemple des ormes. Alors, ce n'est pas tous les abattages d'ormes. L'orme, comme on le disait tout à l'heure, a été fortement malade. Ça a été l'arbre roi, on l'évoquera. Il a été énormément planté au XIXe siècle à Beauvais. Ils sont tombés malades et avec certains événements climatiques, on les a abattus en masse. Vous voyez, c'est quand même des gros abattages. Donc, en 1904, on décide d'abattre 60 ormes de l'esplanade de l'Hôtel-Dieu. 6 ormes du boulevard de la Gare. Donc le boulevard de la Gare, c'est le boulevard Brière sur lequel sont les squares à l'heure actuelle. 4 ormes du Franc-Marché, 7 ormes de la place du Jeu de Paume. Alors on mentionne aussi 2 sycomores du boulevard de la Gare, 5 tilleuls du boulevard Saint-Jean. En 1913-1914, un autre important abattage d'ormes parce qu'on a eu un cyclone en 1912. Alors je ne vous ai pas mis de photographie, mais il en existe. Il y a un livre qui est sorti par la Société académique de l'Oise sur les rues de Beauvais et vous y trouverez dans les pages consacrées au boulevard de la Gare justement des photos des conséquences de ce cyclone de 1912. Et ensuite, après une grosse tempête aussi en 1930, qui pousse la décision de l'abattage complet des 62 ormes du boulevard Brière, donc ceux qui restaient en fait, qui n'avaient pas encore été abattus. Donc les archives écrites nous donnent assez peu d'informations sur l'histoire des arbres. Enfin, du moins, si, sur l'histoire, mais pas forcément sur les plantations. L'archéologie peut-elle nous aider ? Alors, l'archéologie des jardins, ça existe. On pourrait croire que c'est Versailles sur la gauche, mais c'est en Angleterre, c'est Hampton Court, un château aussi royal. L'archéologie des jardins existe puisque la création d'un jardin va laisser des traces dans le sol. C'est de l'aménagement humain. On va voir des parterres qui sont dessinés, des murets, des canalisations, des fosses d'implantation d'arbres. Mais quant aux essences qui vont être plantées, alors on peut étudier les pollens, mais c'est pas fiable, c'est pas ce qui va nous donner des informations vraiment sur les essences et quand elles ont été plantées. En France, cette archéologie des jardins, elle commence à apparaître dans les années 90. Là, je vous ai mis Chambord, c'est pas quelque chose qui est le plus développé. Souvent, c'est quand, autour d'un monument historique, on souhaite recréer un jardin. On fait des fouilles archéologiques et aussi des fouilles, l'étude d'iconographie ancienne et de textes pour essayer de savoir si on pourrait recréer ce jardin tel qu'il a pu être, par exemple, à la Renaissance. Donc l'archéologie ne nous aide pas sur Beauvais pour connaître l'âge d'un arbre. Les archives iconographiques, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ça,
on a différents types de sources iconographiques. Les plans ont été une source intéressante, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, vous avez notamment le plan qui a été dressé sous le mandat d'Ernest Gérard en 1888, où on voit justement ce square de la gare, en face de la gare, ce qu'on appelle square Brière. Vous voyez déjà des parterres dessinés ou encore les pièces d'eau. Donc les plans ont été une source très importante. Les gravures, ça c'est une source un peu fiable, les gravures, les dessins, parce qu'on est de l'ordre du dessin de l'artiste, c'est la vision de l'artiste. L'arbre fait partie souvent du décor, donc on l'invente, on le dessine comme on a envie de le faire, ça ne représente pas la réalité. Alors que les photographies ont été une source très intéressante. On le développera un petit peu tout à l'heure. C'était un petit peu, je me suis rabattue sur ça puisque j'avais du mal à trouver autre chose, et quelque chose qui m'a particulièrement frappée sur ces photographies anciennes, celle de droite, vous voyez, c'est Beauvais en 1949, on voit encore la ville qui est très peu reconstruite après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est impressionnant quand vous voyez ces photos de la ville détruite, c'est à quel point l'arbre a résisté en fait aux destructions. Il a résisté à l'incendie également, alors que tout le bâti quasiment était par terre. J'ai beaucoup travaillé quand j'ai travaillé sur ce sujet-là aussi à la Société d'horticulture de Beauvais, où il leur restait un morceau d'obus, d'un éclat d'obus, qui venait des tilleuls, je crois, de la place du Jeu de Paume. Et ça aussi, pour moi, c'était impressionnant de voir la capacité de l'arbre à survivre, puisque les tilleuls du Jeu de Paume étaient criblés d'éclats d'obus après la guerre. Ils ne sont pas morts pour autant, ils se sont, alors je ne sais pas, régénérés autour, ils ont continué à vivre. Et apparemment, mes collègues en parleront mieux que moi, quand on a dû les abattre, on a détruit de nombreuses chaînes de tronçonneuses à cause de tous ces éclats d'obus. Voilà, mais ça c'est vraiment impressionnant de voir à quel point les arbres sont restés présents alors que la ville n'a pas tenu le coup lors des destructions de la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif, ce n'était pas de vous retracer l'histoire des jardins, donc je vous fais un bref aperçu avant le 19e siècle. Quels étaient ces jardins à Beauvais avant le 19e siècle? Alors on voit sur la partie droite de cette image, à l'intérieur des îlots, c'est beaucoup des jardins privatifs en fait, au sein de propriétés privées, d'hôtels particuliers. Et là, la partie dessinée que vous voyez, par exemple, c'est le jardin de l'évêque. Là, vous avez la cathédrale. Là, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Mudeau, qui était le palais épiscopal. Et en face, donc là, vous avez l'avenue Victor Hugo aujourd'hui, vous aviez les jardins de l'évêque qui se déployaient. Et on les voit souvent sur les plans. Les jardins, donc c'était privatif, les jardins de l'évêque, et bien sûr, les beaux jardins un peu dessinés comme on les imagine, ce sont aussi les jardins d'abbaye et de couvent. Ici, vous avez l'abbaye Saint-Quentin, mais on le verra sur d'autres plans tout à l'heure. On a aussi l'abbaye Saint-Lucien. Tous les couvents qui étaient intramuros avaient des jardins comme ceux-ci, qui étaient aussi des sources de culture pour manger. On va plutôt parler du jardin au 19e siècle, puisque c'est la période qui nous intéresse vraiment à Beauvais. Donc Beauvais n'est pas un cas à part. Le jardin public va vraiment s'épanouir au 19e siècle, et particulièrement à partir du Second Empire sous Napoléon III. Peut-être le savez-vous ou pas, Napoléon III a grandi en exil, c'est le neveu de Napoléon Ier. Forcément, une fois le Premier Empire déchu, il n'était plus forcément bon de s'appeler Bonaparte en France, et donc il a grandi en exil, et particulièrement en Angleterre, qui est un terroir où on aime la nature, où on aime les jardins. D'ailleurs, si vous connaissez la National Trust, qui est une sorte de fondation du patrimoine en Angleterre, elle est née au XIXe siècle, non pas pour protéger du patrimoine bâti, mais pour protéger du patrimoine naturel. Ça a été créé pour protéger une région qu'on appelle les Lake Districts, ou les Cumbria, pas très loin au nord de l'Angleterre, juste à la frontière avec l'Écosse. Si vous n'êtes jamais allé, c'est magnifique, il faut vraiment en profiter. Et on a créé cette fondation pour préserver ce milieu naturel, donc du patrimoine naturel. Et donc les jardins de Londres, mais aussi des grandes villes en Angleterre, sont énormes, ça apporte de véritables poumons verts. Et Napoléon III, quand il a grandi dans cet univers, a fortement apprécié cette part de la nature anglaise. Et quand il a redessiné Paris avec le baron Haussmann, il a voulu aussi faire rentrer cette nature dans Paris. Et il a quadrillé Paris de grands jardins. Donc on a aussi le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, d'un côté à l'ouest, à l'est, qui ponctuent la ville. Deux grands jardins. Donc là, je vous ai mis les Buttes Chaumont, le parc des Buttes Chaumont qui est au nord, le parc de Montsouris au sud.
Et ensuite, plein de petits squares également qui ponctuent la capitale. Et donc cet élan qui est donné par Paris sur le Second Empire, on le voit dans toutes les villes de France. Et c'est à cette époque-là qu'à Beauvais, on va aussi voir apparaître des jardins. Donc là, je vais vous montrer un peu des cartes. Je vais sortir du PowerPoint. Je vais vous faire une petite série de plans qui nous fait voyager dans le 19e siècle où on voit progressivement donc apparaître ces jardins. Donc là, vous êtes sur un plan de 1799-1800, donc de celui-là qui était extrait tout à l'heure au jardin de l'évêque, donc qui était là. Donc là, vous voyez aussi toute la part des espaces verts, mais c'est de la culture en fait. À Maricelle, on parle souvent des aires de maraîchage de Maricelle, on les voit bien ici, toutes ces parcelles. Et l'intérieur, donc, des îlots urbains. Et donc, dans ce secteur-ci, vous avez les couvents avec leurs jardins. Dans ce coin-là, vous devez avoir Saint-Lucien et Saint-Quentin avec leurs beaux jardins dessinés. Vous aviez encore les remparts qui entouraient donc le centre-ville avec les portes, et on va commencer à les détruire. Et donc, à la place de ces remparts qui ceinturent aujourd'hui le centre-ville, on commence à avoir des plantations et des jardins. Vous voyez ici un jardin au niveau du jeu de paume, du jeu de tamis qui se construisent, et on plante tous les alignements d'arbres en fait, du boulevard qui créent des promenades. Donc bien sûr, on n'était pas dans le boulevard d'automobile à l'époque, c'était des lieux de promenade. Quand, je ne l'ai pas évoqué, mais Napoléon III, quand il a créé aussi ces jardins parisiens, c'était une manière de contrôler les loisirs de la population. Forcément, dans une période de soulèvement important, et les loisirs n'étaient pas très développés, c'était souvent les balades dominicales, et en créant les jardins, on savait où la population était et où passaient ses loisirs. Et donc, on crée un peu partout ces cours, ces promenades plantées dans toutes les villes de France. En général, toute l'histoire de chaque ville on retrouve un peu les mêmes systèmes d'évolution. Par contre, dans le secteur de la gare, bien sûr, la gare en 1832 n'existait pas encore. Donc là, vous avez les premiers jardins là autour de la gare. Donc la gare ici maintenant en 1888 est présent, et on voit donc des jardins qui se sont vraiment qui ont été plantés tout autour des squares. Et là, on va aller faire un zoom on va revenir sur le diaporama. Dans ce secteur-ci, entre les abattoirs, donc les abattoirs pour ceux qui connaissent aujourd'hui, c'est la manufacture de tapisserie. Entre les abattoirs et en gros le faubourg Saint-Jacques, tout ce qui est rue des Châtillons, on voit apparaître un petit jardin qui s'appelle un jardin de la Société d'horticulture. Donc voilà, on est sur ce plan-ci de 1888. Et donc, vous voyez au centre du cercle, vous voyez peut-être pas bien à la lecture, un jardin de la Société d'horticulture. Donc là, c'est là où, à partir des plans, on voit grosso modo, quand les jardins apparaissent au fur et à mesure du 19e, on voit vraiment que c'est à partir de la seconde moitié, troisième quart. Et là, on peut confronter cette comparaison des plans avec les textes. Et donc, parmi les textes qui m'ont été particulièrement utiles pour de retracer l'histoire des jardins et des arbres, c'est les comptes rendus de la Société d'horticulture et de botanique de Beauvais. Donc cette société, elle apparaît en 1864, mais dès octobre 1863, déjà, le maire Guillaume Bellon met à la jouissance de cette société un terrain donc, qui appartient à la ville, puisque les abattoirs qui sont là, qui sont aujourd'hui la manufacture de tapisserie, donc la rue Brispeau est là, c'était déjà municipaux, donc il offre ce terrain qui est en face. Il le met à disposition de la Société d'horticulture pour créer un jardin modèle et un jardin d'enseignement et d'expérimentation. Donc ce jardin, il sera planté donc en 1864-1865, et c'est là que plein d'amateurs vont apprendre le jardin, vont faire des essais. L'horticulture de Beauvais, elle sort pas nulle part, hein, c'est une dynamique européenne, française. Beauvais s'inscrit dedans. Et c'est aussi, notamment pour toutes les populations qui quittent la campagne et qui arrivent en ville, qui ont besoin aussi de ce jardin potager pour faire vivre leur famille, refaire entrer la culture du jardin dans la population. Donc cette société d'horticulture, elle naît en 1864 et très vite, elle a énormément d'émulation puisque vous voyez, en 1866, elle a plus de 700 membres. Alors même s'il y avait un siège à Beauvais, il y avait des petites délégations dans toutes les grosses villes, Grandvilliers, du secteur, ça maillait énormément le territoire. Et en plus donc du jardin expérimental, le maire demande à la Société d'horticulture, elle la missionne, donc c'est une association, pour embellir les abords de la gare, qui étaient vraiment des cloaques, puisque la gare a été aménagée, donc là on la voit sur le
la carte, on voit l'ampleur des lignes de chemin de fer de la gare, tous les travaux de terrassement que ça a dû prendre, et aussi donc les boulevards, quand les fortifications ont été démontées, forcément il y a eu un certain temps pour aménager, rendre ça profitable pour les habitants. Et donc le secteur de la gare, quand le train arrive en 1857, est vraiment des terrains vagues, une très mauvaise image pour l'entrée de ville qui est devenue maintenant la gare vers Beauvais pour les touristes. Et donc le maire demande à la Société d'horticulture d'en faire une sorte de jardin anglais. Alors il y a un concours qui est lancé en 1866 avec des conditions au programme. On dirait que c'est un jardin anglais mais avec différents types d'approches, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'impression qu'il y a plusieurs jardins dans un jardin. Il faut une pièce d'eau, il faut une partie botanique, une partie plus paysagère avec des points de vue. Tout un ensemble, un peu un cahier des charges comme nous on le fait encore aujourd'hui pour nous au niveau des marchés publics. Donc les deux lauréats de ce concours sont Jules Brière et Charles Caron. Enfin les deux lauréats, les deux seuls qui ont proposé un projet. Et donc c'est Jules Brière qui va devenir le lauréat. Et son plan sera adopté en 1867 par le conseil municipal. On va voter un crédit de 12 000 francs, mais aussi une souscription publique. Ça c'est quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui. Ça se voyait énormément à la fin du 19e et début du 20e. Pour tout type de création. Donc là, c'est pour un jardin. On lance une souscription publique pour recueillir 9 200 francs. Pour les statuts aussi, on faisait des souscriptions, mais pas qu'aussi au niveau local. Dans les délibérations du conseil municipal à Beauvais, on mentionne une souscription, par exemple, qui a été lancée à Nice pour une statue, et on incite tout le monde à y participer. Et donc, Jules Brière, à la fois a été lauréat, donc son projet a été mis en place grâce aux crédits municipaux et de la souscription publique, mais lui-même, toute sa vie, il va continuer à faire changer ce jardin. Le jardin, comme les arbres, c'est des patrimoines vivants, c'est pas figé, et toute sa vie, il a continué à changer, à rajouter une allée, des parterres, et tout ça à ses frais, selon ce qu'il avait envie de faire. Et il a notamment aussi, on lui doit la statue qui est toujours présente. Alors on la voit pas, la statue sur la carte postale. Là, c'est l'inauguration en 1908. Et donc, il a commandé au grand sculpteur beauvaisien Henri Grébert la sculpture du terrain et de l'avion qui borde toujours aujourd'hui la pièce d'eau. Donc, une des principales sources écrites a été pour moi les comptes rendus de la Société d'horticulture. Une deuxième source qui était importante, c'est l'hommage qui a été fait par le conseil municipal le 25 mai 1916 suite au décès de Jules Brière, qui était d'ailleurs conseiller municipal, il était agent voyer, mais aussi conseiller municipal. Et dans son hommage, on apprend énormément de choses sur les plantations beauvaisiennes. Notamment, ce que j'évoquais tout à l'heure, les plantations d'ormes, l'arbre roi. Alors il faut savoir déjà, en 1800, le préfet Cambry, quand il décrit Beauvais, il dit déjà qu'il y a des ormeaux plantés sur les anciennes fortifications. Donc j'entends des petits ormes. Et on va continuer à privilégier cette plantation d'ormes quand on fera les boulevards périphériques. Et on le doit à Jules Brière qui a créé toutes ces promenades publiques. Il a aussi amorcé l'aménagement du parc de l'esplanade de l'Hôtel-Dieu, donc à l'époque avant qu'il y ait le monument Humor et bien sûr le parking qu'on connaît aujourd'hui. Il a aussi dessiné le square Saint-Étienne. Donc, le jardin au sud, alors bien sûr il a changé, c'est plus notre jardin actuel, mais il apparaît déjà, vous voyez, sur le plan de 1888, et on le doit à Jules Brière qui a commencé à planter ici ce jardin. Alors jusqu'à la Révolution, vous aviez un cimetière autour de l'église Saint-Étienne. Par contre, dans tous ces documents écrits, les informations sur les essences d'arbres sont extrêmement rares. Donc, dans l'hommage à Jules Brière, on évoque simplement les ormes que je viens de vous évoquer. Donc là, j'ai mis une photographie justement du boulevard Loisel avec les ormes à l'époque. Tous ces ormes qui ont disparu, qui étaient encore sur ces photographies du début du XXe siècle. Et dans l'hommage à Jules Brière, on mentionne aussi des saules dans le square de la gare, mais ces saules aujourd'hui n'existent plus. Donc pour moi, ils n'apportaient pas beaucoup d'informations, puisque la commande qui m'était faite, c'était d'essayer de retrouver l'histoire des arbres qu'on avait encore aujourd'hui et qu'on essayait de documenter. Alors, qu'est-ce que nous apprennent les photos anciennes du square de la gare sur l'âge des arbres actuels ? Finalement, assez peu de choses, parce que vous voyez, c'est très foisonnant d'arbres sur toutes ces cartes postales. C'est foisonnant d'arbres, mais on n'a pas retrouvé les arbres que l'on recherchait. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Par contre, on voit aussi donc la nature a fait son œuvre. Il y a eu du tri. Il y a eu des choix, des arbres ont dû mourir et on voit que c'était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui sur ces photos et que ça a aussi évolué. Alors si on fait l'âge des cartes postales, en général, elles ont été beaucoup éditées entre
un petit peu avant 1900 et jusque 1930. Donc ça nous donne un petit peu une évolution de ces squares et de la densité des arbres sur cette période. De ce fait-là, à partir de cette étude, quels sont les arbres que finalement on a réussi à dater ? Et finalement, sur les 23 arbres qu'on a qualifiés de remarquables, on a réussi à en dater très peu. On a les marronniers du square Lequesne qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc c'est la photo ici de 1951. C'est une photo en fait qui était faite pour la reconstruction. Mais alors moi, c'est sur ce genre de choses où Olivier m'a énormément impressionné. On voit des arbres et lui me dit « Ah ça si, c'est des marronniers ». Bon, je lui fais confiance puisque pour moi c'est... Voilà, chacun son domaine d'expertise. Moi, je peux vous analyser une église, mais pas forcément des arbres. Donc, sur cette photo de 1951, on voit que les marronniers ont déjà des belles tailles, ce qui laisse suggérer qu'ils sont là déjà depuis le début du XXe siècle et donc ils sont plus que centenaires aujourd'hui. Autre arbre qu'on a réussi à dater à peu approximativement grâce aux photographies, sur cette photo toujours de la reconstruction de 1968, vous voyez les lentes qui existent toujours et le bosquet d'érables sycomores qui était déjà présent en 1968, qui était déjà d'une certaine taille et qui nous laisse suggérer qu'ils ont été plantés vers les années 1920. Donc eux aussi, alors ils sont presque centenaires ou centenaires aujourd'hui puisqu'on est dans les années 2020. Le thuya géant, qui est au croisement des rues Saint-Nicolas et Tournebroche, donc je l'ai indiqué par une flèche rouge. Sur cette photo de 1969, il est déjà là. Il est aussi d'une belle taille et c'est sûrement l'un des plus anciens arbres de Beauvais, qui est aussi du début, fin 19e, début du 20e siècle. Les tilleuls argentés que l'on a vus tout à l'heure, qui bordent le boulevard Jules Brière, c'est des rares arbres sur lesquels j'ai vraiment un document écrit qui mentionne leur plantation après les tempêtes la tempête de 1930 qui a fini d'abattre les ormes. Donc on a une délibération du 14 novembre 1930 qui évoque leur plantation. Je finirai sur le catalpa du square Lequesne. Donc ça, c'est pas une photo actuelle puisqu'on maintenant, enfin, on le verra un peu plus loin dans le diaporama, il y a un deuxième été. On aurait beaucoup aimé essayer de retrouver dans l'ensemble de la documentation, soit des photos, soit documentation écrite, ce qui lui est arrivé, pourquoi il a cette forme tordue. On aurait pu espérer avoir une trace, notamment de la construction du muret, mais malheureusement non. Alors on peut émettre, est-ce que c'est le cyclone de 1912, la tempête de 1930 ? Mais malheureusement, ça restera un mystère pour nous. Je vais laisser la parole à mes collègues, Dominique ou Olivier. Et bonjour à toutes et à tous, en tout cas ceux que j'ai pas vus, ceux que j'ai déjà vus, rebonjour. Voilà, donc là vous voyez deux de nos élagueurs qui sont encordés, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure Olivier, si vous étiez présent à la visite sur le terrain, ce travail d'équilibriste, arboriste, qui permet de réaliser les tailles et les soins aux arbres, avec effectivement des interventions qui sont de plus en plus fines en ce qui nous concerne et qui sont réalisées par des véritables experts, à la fois du grimper, parce qu'il faut aller monter là-haut à 20, 25 mètres, voire 30 mètres parfois, et ça nécessite une condition physique, je peux vous dire, à toute épreuve. Donc c'est des sportifs de haut niveau au service de l'arbre. On peut passer. Donc oui, on reprécise, il y a quand même 8 élagueurs aujourd'hui, 8 élagueurs grimpeurs qui sont nos collaborateurs, qui sont des agents territoriaux et formés à cet effet. Et par ailleurs bien équipés, puisque aujourd'hui on est de plus en plus avec du matériel qui permet de soulager la peine tant que se faire se peut. On parle effectivement de gestion d'entretien raisonné qui est basée aussi sur la plupart du temps des diagnostics, alors soit réalisés en interne. Aujourd'hui nos équipes disposent des matériels d'investigation, les résistographes, etc., qui permettent d'aller inspecter les arbres et d'évaluer leur pathologie et de les déceler et de les identifier aussi. Et on travaille bien sûr avec des cabinets d'experts, on travaille au moins avec 4 ou 5 cabinets aujourd'hui et 3 particulièrement. Et là aussi, on est soumis au marché public, donc on doit de plus en plus consulter pour pouvoir s'attacher leurs services. En tout cas, ils nous rendent le service de confirmer bien souvent nos prédiagnostics, et ça c'est intéressant de voir que finalement ils sont sur les mêmes lignes d'analyse que nous, et ce qui confirme aussi l'expertise de nos collaborateurs en interne.
Donc la stratégie, évidemment, aujourd'hui, elle est tournée, vous l'avez bien compris, vers la conservation avant tout des arbres existants. Et comme l'a souligné Olivier tout à l'heure, parfois même à l'extrême, parce qu'on prend aussi quelques risques en se disant, bon, allez, on prolonge un peu, alors que la raison nous dit souvent de dire, soyons prudents malgré tout, parce qu'en dessous de ces arbres-là, en milieu urbain, contrairement aux arbres qui poussent en milieu forestier éloigné des cheminements, le risque d'atteinte aux biens et aux personnes, malheureusement, il est là, il est présent, et c'est évidemment dommage de déplorer des incidents matériels ou corporels liés à la chute de branches, d'arbres, etc. Alors déjà qu'on a des tempêtes récurrentes qui aujourd'hui nous inquiètent beaucoup, parce que vous avez bien vu la récurrence et la force de ces événements climatiques qui sont assez dévastateurs, et donc effectivement on est face à du vivant, donc c'est pas mécanique, c'est pas des calculs comme le coefficient de résistance d'un matériau où là on sait à quel moment il va être en rupture. Le végétal, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que chaque arbre, même si ce sont des arbres de la même variété qui ont été plantés tous en même temps sur un alignement de 80 arbres, les 80 arbres sont totalement différents, ils ont une histoire particulière. C'est comme chacun d'entre nous, chaque humain a un capital santé au départ, et puis en fonction de ce qu'on en fait et des épisodes qui nous impactent, on est plus ou moins résistant, on va plus ou moins loin. L'arbre, c'est pareil, c'est un peu de la même façon d'aborder les choses, avec beaucoup de prudence, des diagnostics qui ne restent que des diagnostics, voilà. Et pour autant on a le droit à l'erreur que lorsque ça n'atteint personne. Voilà. Donc une stratégie de conservation, de protection, de mise en valeur du patrimoine. La mise en valeur du patrimoine, c'est surtout aussi pour communiquer avec le public et faire comprendre qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui à se tourner vers cette conservation. Et ça ne s'oppose pas du tout, bien sûr, au complément de plantation pour réduire les îlots de chaleur dont parlait Olivier, puisqu'aujourd'hui on bénéficie d'une cartographie. Bon, on savait où étaient les îlots de chaleur malgré tout, nous qui sommes sur le terrain tous les jours avec nos collègues. Néanmoins, aujourd'hui, on a un vrai beau document factuel et scientifiquement étayé, et ça permet effectivement de communiquer aussi sur les priorités qu'il y a à mettre en œuvre et à aider à la décision de nos élus, dont Mamadou fait partie bien sûr, et ça permet de conduire l'action municipale. Juste à droite, peut-être on peut commenter, Olivier, pour dire qu'on va loin aussi dans l'expertise. Ici, on fait appel à des extractions, parce qu'en fait, pour tester la résistance du système racinaire, on a des opérations qui consistent à mettre à l'épreuve la traction du tronc par rapport au système racinaire avec des sondes qui viennent mesurer effectivement les déformations, etc. On a un camion on a des masses qui sont positionnées ici, avec des câbles qui sont fixés sur le saule, avec des capteurs résistants qui sont mis sur les troncs et sur les systèmes racinaires, et on fait vibrer l'arbre pour simuler une tempête de 130 km/h, avoir ses points de résistance et ses cavités. Et à partir de là, il y a un résistographe qui se met en place, et la personne qui analyse, alors bien sûr que c'est pas nous, on fait appel à un expert, ils sont je crois 2 ou 3 en France à faire ça, donc c'est extrêmement difficile de les avoir, il faut prendre des rendez-vous des mois et des mois à l'avance pour pouvoir le faire. Et à partir de là, lui, il est capable de vous calculer s'il y a un risque majeur ou pas. Ça, c'est le saule pleureur qui se trouve en face à Meurson. C'est l'arbre qui est sur l'îlot central, quand vous arrivez sur l'espace Saint-André, boulevard des Maréchaux. C'est le saule qui se trouve juste au milieu, et vous avez à Meurson de l'autre côté, et les Maréchaux, la place des Maréchaux, qui se trouve juste derrière. Donc là, la problématique, c'est qu'on est sur un îlot avec 2 fois 2 voies de chaque côté, une voie piétonne qui passe au pied, un centre commercial qui évidemment attire du monde, et des lycéens, des centaines de lycéens qui sont autour. Donc pour nous, c'était de voir, on a eu une base vie qui a été installée pendant des années pour la construction du centre commercial. La base vie était au pied. Et donc moi j'avais toujours dit, le jour où on libère ce point et qu'on ouvre le centre commercial, l'enjeu c'était que le saule pleureur reste, ça c'était clair. Il n'était pas question que le saule pleureur disparaisse. C'était un enjeu majeur de la population et des gens qui vivaient là autour. Et donc il était clair que le jour où la base vie qui était montée sur 3 étages de mémoire, quand elle partait, il fallait qu'on fasse ces tests, parce que on savait très bien que la compaction avait certainement fragilisé le système racinaire, et qu'on était sur un lieu où on n'a pas le droit à l'erreur. Si jamais il tombe là, obligatoirement, on a une chance sur 1000 de passer à côté qu'il n'y a rien en dessous.
mais vous avez de la voiture en permanence des deux côtés, du piéton. Si lui il s'ouvre, il tombe, malheureusement c'est la catastrophe. Donc il était clair qu'il fallait qu'on l'expertise, qu'on fasse les essais de traction pour être certain de pouvoir le conserver. Et ces essais de traction, on va les faire tous les 3 à 5 ans, on n'a pas le choix. Là aujourd'hui on a une cavité, alors qui ne pose pas souci aujourd'hui, mais qui est quand même un point de faiblesse, qui a été identifié par ces essais de traction et qui nous oblige aujourd'hui à les faire tous les 3 à 5 ans. Alors une cavité c'est comme une carie, hein. C'est-à-dire qu'on surveille. Et si la carie empire, faut dévitaliser la souche, quoi. Hein, c'est comme la dent. Donc on l'a soulagé. Les recommandations étaient de soulager un peu en taille. On l'a soulagé très légèrement. Pour les gens qui ne sont pas du métier ou pas experts, n'ont pas forcément vu nos interventions. Par contre, on l'a soulagé aux endroits bien précis que l'expert nous avait dit. Et ça fait au moins 2 ans. Donc dans 3 ans, aujourd'hui, on se revoit. Il refait la même chose. Et il nous dit ça évolue pas. Et à partir de là, on conserve pas et on communique. On a eu le même cas de figure, mais là on n'avait pas fait les essais de traction. C'est à l'angle de la rue du Pré-Martinet, la contre-allée du boulevard de Gaulle. Il y a quelques années, on avait un sophora centenaire aussi qui était magnifique et qui était atteint d'un ganoderme européen, qui est un champignon lignivore mais qui mange le système racinaire. On l'a suivi pendant 7 ans. On l'a expertisé tous les 2 ans. Les 6 premières années, la pourriture migrait très peu, donc il était atteint sur les premiers centimètres, mais on était sur 30 à 40 centimètres maxi. Et puis, en l'espace de 2 ans, à peine 2 ans, il a migré de 80 centimètres. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous disais, il n'y a pas de réalité. On parlait tout à l'heure du félin sur le platane. Pour l'instant, il stagne. On n'a que des parties qui sèchent légèrement, qu'on descend. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en l'espace de 2 ans, il ne va pas pouvoir atteindre une partie, le tiers du houppier, qu'on sera obligé de l'abattre. C'est ce qui s'est passé sur le sophora qui était centenaire. Et encore une fois, pareil, à l'angle d'une rue, des réseaux aériens, du front bâti qui était à 5 mètres, une école primaire, une école maternelle, un collège qui passait tous les jours devant pour aller à la cantine ou pour aller en cours. Donc à un moment donné, migration trop importante en l'espace de 2 ans, il a fallu la mort dans l'âme se résoudre à l'abattre. Donc on avait fait une grosse communication aux populations parce que là on savait que ça allait faire du bruit. À partir du moment où il allait disparaître du paysage, ça allait faire un trou énorme. Donc on a fait une grosse communication dans la presse. On avait fait un panneau d'information pour dire que malheureusement on était obligé de se séparer de cet arbre. Et on a replanté d'ailleurs un Davidien volucratin, un arbre à mouchoir à la place qui a été planté à l'époque par la Société d'horticulture. Exact. Voilà. Et qui est toujours en place aujourd'hui. Mais voilà, donc ce saule-là, il est sous surveillance très fréquente, de façon à prendre le moindre risque possible, tout en sachant, comme dit Dominique, le risque zéro n'existe pas, et que malgré tout ce qu'on fait là, peut-être qu'un jour il peut s'ouvrir entre deux, et qu'on sera à constater le pire, en espérant que ça n'arrivera pas. Voilà. Le Polovnia, tout à l'heure, pour ceux qui ont fait la visite, on en parlait, enfin, c'est pareil, lui, il est en fin de vie. Là, on a dépassé ce que les cabinets nous disaient, donc à la rigueur, on devrait déjà l'avoir mis par terre depuis 1 an et demi. Le technicien responsable de l'équipe d'élagage passe régulièrement pour faire la synthèse de ce qui se passe. Donc vous avez vu, il a descendu, je crois qu'il a encore descendu d'un niveau. Bon, on a des cavités aussi ici qui sont utilisées par les oiseaux cavernicoles ou alors peut-être aussi de temps en temps des chiroptères. Donc on n'y touche pas pour ça aussi puisque c'est un habitat. Mais voilà, il a plus encore beaucoup d'années devant lui, quoi. Ça veut dire que peut-être que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, on va le faire tomber. Là, on est déjà au-delà de ce qui a été préconisé. Ça veut dire que là, on engage la responsabilité de la collectivité, la nôtre déjà dans un premier temps, et celle de la collectivité en disant, voilà, alors on a mis un périmètre de sécurité, sauf que périmètre de sécurité, voilà, il est là, mais tout le monde peut passer à côté, passer par-dessus la barrière, et malheureusement, s'il tombe, quoi qu'il arrive, malgré ce qu'on ait fait, on a beau avoir mis une information, ça sera la responsabilité de la collectivité et la nôtre. Donc voilà, on peut aller loin, mais il arrive un moment où il faut arrêter et dire, non, là, il faut mettre par terre, quoi, et replanter. Vous voyez que le suivi, hein, bien sûr, on ne le fait pas sur tous les arbres, notamment les jeunes arbres, ça aurait aucun sens. En revanche, sur des arbres qui sont patrimoniaux, même parfois dans l'utilité du piège carbone, etc. Enfin, on voit bien que le pauvre arbre impérial, là, il est assez ténu finalement dans son pouvoir de captation CO2. Néanmoins, voilà, il y a un patrimoine derrière. Alors peut-être finira-t-il un peu comme les arbres qu'on a en milieu forestier, où on va laisser juste le tronc pour un habitat pour une autre faune, complémentaire. Même mort, il peut être utile. Et un arbre mort, c'est souvent
bien rempli de vie d'ailleurs. Donc, ne serait-ce que pour le laisser à titre pédagogique, expliquer un peu ce qui peut se passer dans ce genre de cas de figure. Donc ça, c'est l'exemple de la rue de la Loire, hein, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. Donc Olivier qui a suivi le projet, je vais lui laisser la parole pour présenter cet aspect particulier des choses et qui est un beau projet qui engage pour l'avenir. Donc là, c'est la rue de la Loire. À l'époque, il y a de ça 2 ans, on missionne un cabinet pour faire une expertise parce qu'on avait pas mal de carpophores. Donc le carpophore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expression du champignon à l'extérieur, du champignon lignivore. Donc on avait des carpophores d'Amadeus sulphurus qui étaient sur les Sophora japonica, parce que c'était une plantation de Sophora japonica des 2 côtés de la rue. 34 arbres, bilan sur 34, les 2 tiers partent à l'abattage urgent. Reste 1 tiers de la population sur la rue, et encore une fois, sur le tiers restant, une partie devait tomber dans les 3 ans après. Donc on se pose la question, on se dit voilà, la rue va plus ressembler à grand chose. Si on enlève les 2 tiers, ça va être sporadique, il va rester un arbre par-ci par-là. Est-ce que c'est pas le moment de faire table rase et de repartir à travailler sur la plantation et éventuellement d'essayer de travailler sur les problématiques futures et notamment le réchauffement climatique et le changement de la palette. Donc évidemment, ça c'était une décision politique portée par les techniciens au vu du diagnostic. On propose donc à l'équipe municipale et à Mamadou de partir du fait qu'on abat toute la rue, on communique à la population, parce qu'évidemment, il y a des émois. Hein. Le but aujourd'hui, c'est que dans toute rue, dans toute population, vous avez les pour et les contre. Donc il y a ceux qui sont très contents parce que les arbres vont tomber et il n'y a plus de feuilles dans les gouttières et il n'y a plus de racines qui déforment les trottoirs et c'est super. Puis il y a ceux qui ont un peu plus, je dirais, la fibre environnementale et ce qui disent ben non. Alors il y a la fibre environnementale, il y a aussi l'histoire. Il y a des gens qui les ont vus aussi très jeunes, c'est une partie de leur vie et quand les arbres partent, ils s'identifient aussi à eux et se disent moi il ne me reste plus grand chose non plus et là c'est quelque chose qui part et donc là je dirais c'est l'émoi et donc ça laisse personne indifférent quoi qu'il arrive. Donc le but c'était de communiquer, on s'est déplacé avec Mamadou un soir, on a rencontré les gens sur place, on leur a expliqué la démarche et que derrière par contre on allait replanter. Il n'était pas question de laisser la rue comme ça. On replanterait quoi qu'il arrive de toute façon. Et qu'on allait replanter en expliquant la démarche sur des essences qu'on ne connaissait pas beaucoup sur la ville. Pour certaines, oui, mais pour d'autres, non. Et qu'on allait faire un essai, que cette rue deviendrait, entre guillemets, un laboratoire pour nous sur les 5 à 10 ans qui viennent, de façon à anticiper et à avoir une palette végétale type qui nous permette de répondre aux enjeux de demain, et notamment quand on parle de forêt urbaine, de réchauffement, de dire voilà, on a une palette qui aujourd'hui répond à nos besoins, on peut taper dedans et on peut commencer à arborer la ville différemment. Donc là vous la voyez terminée. On a fait quelques slides, donc ça c'est sur le fameux jacaranda mimosifolia, donc c'est l'arbre qu'on voit surtout dans les pays Méditerranée Sud et notamment tout ce qui est Grèce et Turquie. Alors c'est un arbre magnifique, appelé aussi le flamboyant, c'est une floraison violette extraordinaire, très très spectaculaire. Alors je ne sais pas chez nous s'il arrivera jusque-là. Ce qui est clair, c'est qu'on l'a planté en fosse. Il fait partie des 2-3 arbres qu'on a mis en fosse terre-pierre. Pourquoi ? Parce que c'est un arbre qui vient du sud, qui ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau et qui ne supporte pas le gel normalement, et notamment de passer l'hiver les pieds dans l'eau. Donc le but, c'est qu'il ait un sol qui se ressuie très rapidement, qui se réchauffe très vite, et qui, quand on va rentrer en période hivernale chez nous, si on a les pluies d'automne comme on doit avoir normalement, mais rien n'est garanti maintenant, de dire qu'on a un sol qui va filtrer très rapidement et qui va sécher pour qu'il rentre en hiver, même si les températures sont froides, dans un sol sec. On peut le sauver. S'il rentre dans des conditions avec un sol humide et que le gel arrive dessus, c'est fichu. On ne le sauvera pas, il est mort. Donc là, on en a 2 sur cette avenue-là. On en a gardé un. On a fait un essai de plantation en hiver et un essai de plantation au printemps pour voir comment ça réagit mieux. Vous voyez toute la difficulté du réchauffement climatique. Si le réchauffement climatique ne consistait qu'à une élévation des températures et donc à se retrouver dans un climat méditerranéen pour nous, ça serait assez facile. C'est-à-dire qu'il suffirait de prendre finalement tout ce qui pousse sur la côte d'Azur, le remonter à Beauvais et on règle l'histoire en 30 secondes.
Sauf que c'est pas ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il a des particularités, ce qui fait que chez nous, il peut continuer à faire du moins 18. Mais il peut faire aussi du plus 46, 47 degrés, comme on l'a connu il n'y a pas très longtemps. Donc l'amplitude thermique augmente, avec des effets de pic assez courts. Aujourd'hui, les effets de pic à 46, 47, c'est quelques jours, c'est 3-4 jours maximum. C'est pas très long, mais c'est suffisant pour créer des échaudures, avoir des stress hydriques forts, etc. Donc, trouver les arbres qui aujourd'hui, chez nous, puissent supporter du moins 18, voire moins 20, et supporter des excès de chaleur à ce niveau-là, 46, 47, voire au-delà, peut-être dans les années à venir, parce qu'on peut s'imaginer que ça peut encore aller plus loin, conjugué à des effets de tempête, où aujourd'hui on enregistre des vents, comme en 99, on a quand même atteint les 160 km/h tranquillement, mine de rien. Moi, à l'époque, j'étais affecté à Sarcelles pour toute la petite histoire, et j'avais quand même un patrimoine arboré très conséquent qui est tombé en travers les rues, etc. Donc ça veut dire que sur la résistance au vent, il faut qu'on travaille aussi. Faut qu'on travaille sur les épisodes comme on a connu en juin 21, le 21 juin 21, avec des inondations, avec des précipitations pour le coup drastiques, qui ont été impactés les sols fortement. Alors ça se voit pas forcément comme ça tout de suite, mais on a des arbres, on constate des descentes de cimes 2-3 ans après. Et entre le moment où on constate l'événement climatique particulier, la descente de cimes, eh bien dans ces 2-3 ans, on constate qu'il y a une dynamique de pousse qui s'est stoppée, ralentie. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Et la conséquence, c'est qu'en fait, l'arbre est dans un stress qu'il porte longtemps, et c'est une espèce de Covid long, on va dire, c'est un peu ça, et qui aboutit parfois soit à sa dégénérescence, soit à la mort de l'arbre, tout simplement. Donc vous voyez que le sujet du choix variétal pour demain, il est hyper complexe, et c'est pour ça que Olivier avait sollicité Unilassal parce que les jeunes ingénieurs sont toujours en recherche de sujets d'études, et pour le coup on a signé avec Mabadouli, Unilassal, donc la mairie de Beauvais, Unilassal et la communauté d'agglomération, une convention tripartite qui nous lie avec Unilassal et les jeunes ingénieurs qui sont en formation. Donc voilà, c'est effectivement un volet scientifique qui s'applique ici en termes d'observation. On va voir jusqu'où on peut aller dans ce domaine, mais c'est très intéressant aussi d'étudier sur le fond l'adaptation de ces variétés-là à notre nouveau climat, entre guillemets, avec ses excès. On parlait tout à l'heure de l'arbre habitat. Celui-ci, c'est la preuve flagrante. Ça, c'est un catalpa qui nous a été diagnostiqué dangereux, à abattre d'urgence. On a replanté entre les deux, donc on a abattu aussi les deux qui étaient avant. Et quand on est arrivé sur celui-ci, on s'est aperçu qu'il y avait un essaim d'abeilles dedans. Il y a juste un trou comme ça, sauf que la cavité, dans le tronc est creux, et l'essaim d'abeilles a élu domicile dans le tronc. C'était aux périodes où il était encore en activité, donc évidemment on soulage la partie aérienne pour soulager le risque, et on dit de toute façon on ne peut pas toucher le restant, donc on laisse. Logiquement, cet hiver ça va geler, ça va s'endormir, ils vont entrer en hibernation, on va pouvoir couper le tronc, on va le ramener tranquillement dans une zone humide et on n'y touche plus. Sauf que cet hiver il n'y a pas eu d'hiver, où il y a eu un petit -6 et ça fait rien du tout. Elles ont été en activité quasiment toute la saison, elles bougent, elles sont là, on n'a pas pu couper. Cette année, on ne peut pas encore le couper. On attend que cet hiver soit un peu plus froid en espérant que ça va permettre à ce que l'essaim, que la ruche soit dedans et qu'elle s'endorme et qu'on puisse les transporter ailleurs. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un chicot, on a un tronc avec du rejet comme ça. Alors, il n'est pas dangereux pour la population. Eux, ils s'interpellent, ils se posent une question. Alors maintenant, il y a l'information au pied, ils savent pourquoi. Mais voilà. Ça, c'est des cas typiques où on ne peut pas faire grand-chose. Oui, parce que là, elles sont actives. Si vous n'allez pas les taquiner, elles ne bougent pas. Elles sortent, elles rentrent, elles sortent, elles rentrent. Sauf que si on commence à ouvrir le tronc, on a fait venir 2 apiculteurs qui nous ont dit là, non, là on ne peut rien faire. Le trou, il est gros comme ça. Il est dans le creux de l'arbre. Il faut attendre que l'essaim s'endorme et qu'il soit pris par le froid et qu'il ne bouge plus. Et à ce moment-là, on le couche. On l'enlève, nous on vient le récolter si c'est possible, ou alors vous venez le reposer dans une zone naturelle et puis ça bouge plus quoi. Sauf qu'on n'a pas eu d'hiver, très peu, je crois qu'on a dû avoir maximum -6. Ils ont été en activité
alors somme toute ralentis, mais ils étaient toujours en activité. Donc là, on attend. Bon, après, le but qui a été cherché, c'était on minimise le danger pour le public, il n'y en a plus. Il est sur place. Alors évidemment, c'est antagoniste avec ce qu'on défend. Parce que là, si les gens voient ça, c'est de la taille drastique pour eux. Hein. C'est-à-dire qu'on a coupé le tronc et on va nous dire, bah oui, vous pouvez le faire. Ça se fait là, donc vous pouvez le faire. Non, ça c'est vraiment exceptionnel. On l'a fait parce que on s'est fait avoir, on s'est fait piéger. Là, on attend juste que ça s'endorme, qu'on ait un bel hiver. Et puis là, on viendra le couper gentiment. Avec une pelle, on viendra le charger dans un camion. Et puis on l'emmènera dans une zone naturelle qu'on déposera. Et puis on le laissera là-bas sur place, quoi. Bon, mais là, vous voyez les différents prix que la ville a réussi à obtenir. Bon, pour moi, à part les prix, c'est important aussi, mais je pense que les prix qu'on obtient, c'est le reflet du travail qui a été fait sur le terrain, notamment le travail des services. Et c'est vrai qu'il y a une orientation qui est mise en place, c'est-à-dire que sur ce mandat-là, on demande de planter 3000 arbres. Donc je pense que là, on va atteindre les 3000 arbres. Donc là, vous avez toutes les décorations, les 4 fleurs, les 2 fleurs d'or, l'arbre remarquable qui a été obtenu en 2022, puisque les autres prix, moi, j'étais pas adjoint à ce moment-là, mais je suis très fier de participer au prix de l'arbre. C'est vrai que l'arbre, quand même, c'est quelque chose de très, très important, et je pense que au-delà même des prix, nous devons tous être engagés par rapport à la lutte contre les îlots de chaleur. C'est vrai qu'il y a eu une étude qui a été faite par le professeur Luc Howard en 1833 qui en fait faisait des relevés sur le climat urbain de la ville de Londres. Et à cette époque-là, il s'est rendu compte d'un quartier à l'autre, il pouvait y avoir un écart de température qui allait de 0,5 jusqu'à 1 degré. Quand on dit ça, on dit bon c'est pas énorme, hein, 0,5 1 degré, c'est pas énorme. Sauf que de 1800 jusqu'à maintenant, ça fait quand même beaucoup de temps qui s'est passé. Et donc du coup, il y a aucune personne pratiquement qui s'est intéressée vraiment à essayer de prendre bras à corps ce problème-là. Jusqu'à maintenant. Et maintenant, on voit ce qui se passe, hein, puisqu'on a tous besoin des arbres, on a tous besoin d'îlots de fraîcheur. Et donc, la politique à lui-même ne suffit pas. C'est qu'il faudra que tout le monde s'y mette, toute la population s'y mette, et puis on essaie aussi de comprendre l'utilité de ces arbres-là. C'est vrai qu'au niveau de la ville de Beauvais, c'est très compliqué, puisqu'à un certain moment, certaines personnes sont d'accord pour les arbres, d'autres ne sont pas d'accord pour les arbres. Pour la simple raison, parce que quand il y a des arbres, il y a les feuilles qui tombent après, en automne, ou alors... il y a beaucoup de feuilles, il faut nettoyer, et puis les gens n'ont pas le temps, leurs jardins sont salis, etc. Mais de notre côté, il y a aussi d'autres personnes qui savent, qui connaissent l'importance de ces arbres-là, d'où l'éducation que nous devons avoir pour la génération future, et d'où aussi l'importance que nous devons continuer à accentuer pour mieux sensibiliser les gens et pouvoir aussi améliorer notre ville. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez passé une bonne promenade et puis que cette conférence a été une source de découverte, surtout parce que je pense que vous êtes tous connaisseurs de l'arbre et de l'utilité de l'arbre aussi, sinon vous ne serez pas présents cet après-midi. Et donc, si vous avez d'autres questions au service et à moi-même, nous sommes à votre disposition. Voilà. Merci. Je vous remercie pour cette conférence extrêmement intéressante qui nous a appris beaucoup de choses. Je voulais simplement signaler que dans le centre-ville, rue Antoine Manceau, il y a un arbre qui n'appartient pas à la ville, mais qui est vraiment remarquable parce qu'il est plus que centenaire et il a survécu au bombardement et à l'incendie de la ville. C'est un chêne qui n'appartient pas à la ville, qui appartient, je crois, au centre départemental des impôts. Donc je voulais simplement signaler l'intérêt de cet arbre, s'il était possible de le protéger. Je pense qu'il est de fait protégé par la loi NOTRe déjà, parce qu'il est dans le périmètre de la cathédrale. Donc logiquement, la collectivité en soi n'a pas forcément les moyens, sauf faire du lien. Mais il y a déjà la loi qui s'impose d'office de par l'emplacement de cet arbre.
Oui, bonjour. On parle beaucoup effectivement de végétalisation de milieux urbains. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes par rapport au système racinaire. Est-ce qu'il y a des études qui sont en cours à ce sujet pour Beauvais? Est-ce qu'il y a des quartiers? Vous parliez déjà de points chauds qui avaient été identifiés. Où en sont les études concernant l'implantation de ces arbres et comment vous étudiez les essences, les choix d'essences qui peuvent être faits? Alors sur les problèmes, sur la première question, les problèmes racinaires, aujourd'hui, tout à l'heure lors de la déambulation, je parlais de la transversalité interservices. Aujourd'hui, il n'y a plus un projet qui se fait sans que les services voirie, les services architecture, les services paysage soient autour de la table. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore 10-15 ans. Aujourd'hui, tous les services transversaux sont autour de la table pour parler du projet. Là, par exemple, on est sur la requalification du cœur de ville. Se pose la question du retour des arbres en cœur de ville. Évidemment, se pose la question des réseaux. Le cœur de ville est truffé de réseaux, gaz, eau, fibres, assainissement. Donc évidemment, le choix de l'emplacement, le choix des variétés, le choix des techniques sont les premières choses qui sont mises en question. Aujourd'hui, les réseaux, par exemple, bon, il y a certains dévoiements qui vont se faire, donc peut-être qu'on pourra placer des végétaux plus facilement aux endroits où le réseau n'est pas forcément présent. Si le réseau est présent et qu'on a besoin de placer des végétaux, on se posera de la question de la protection des réseaux. Donc maintenant, il y a énormément de systèmes qui permettent de protéger par racines. Ça peut aller de fosses complètes jusqu'à de simples par racines. Sur la rue de la Loire, on a mis des par racines partout, sur les côtés, pour permettre au système racinaire de progresser au fond et d'éviter les réseaux. On a mis des mélanges terre-pierre aussi pour que ça aille chercher très profondément, de façon à ce qu'encore une fois, il n'y ait pas trop d'incidence sur les réseaux. Donc, on travaille beaucoup plus, je dirais, en intelligence aujourd'hui sur l'ensemble des technologies. Le choix de l'espèce, évidemment. Racines pivot, racines fasciculées, on va gérer en fonction de ça. Les exigences, on parlait aussi de la gestion de l'eau. Des arbres qui n'ont peut-être pas forcément besoin de trop d'eau. On est sur des milieux qui sont, alors comme disait Dominique, ça peut être très sec pendant très longtemps, mais ça peut être 30 ou 40 mm en une nuit. Donc il faut pouvoir gérer ces eaux-là dans les espaces verts, puisqu'aujourd'hui le but c'est aussi de les gérer dans les espaces verts et pas de les ramener en surcharge dans les réseaux existants. Donc toutes ces problématiques-là de changement nous amènent à être obligés de travailler encore plus en transversalité, sinon on ne s'en sort pas. Déjà le projet à la base c'est compliqué, et si on n'est pas tous autour de la table, alors ça crée aussi beaucoup de réunions. Donc on tombe aussi un peu des mots dans la réunionnite, parce que les projets, les gros projets comme les ANRU, où ça va du bâti jusqu'à l'espace vert, jusqu'à la voirie, et évidemment que c'est très chronophage en réunion, en plan, on change, on remet, mais ça passe que par là. Et je ne suis même pas convaincu que même en faisant ça, on pensera à tout et qu'il y aura peut-être des problématiques d'usage qui vont nous échapper, qui vont dire « Ah ouais, ça, malheureusement, on n'avait pas forcément prévu. » Mais oui, ça nous force à pas forcément être encore plus professionnel, parce qu'on essaie d'y être au maximum, mais à se poser beaucoup plus de questions, je pense encore. Ouais. Alors le budget consacré aux espaces verts par rapport à l'ensemble du budget de la ville, c'est à peu près 5%. Voilà. Personnel compris. Voilà. Et on est combien? Alors aujourd'hui, il y a 86 jardiniers sur le terrain dans les équipes de secteur qui entretiennent les quartiers. On a une organisation en régie de quartier, c'est-à-dire qu'on a une équipe par quartier. Donc il y a une équipe qui est dédiée au quartier Saint-Lucien, une équipe qui est dédiée au quartier Argentine, une autre à Voisin-Lieu, une autre à Maricelle, une pour le centre-ville évidemment. Et puis j'en oublie une, je crois, Saint-Lucien, Notre-Dame-du-Tille. Voilà. Notre-Dame-du-Tille, effectivement. Près du plan d'eau, c'est bien. Oui, la zone humide des plans d'eau du Canada, oui. Oui, alors il n'y a pas d'équipe de régie. On travaille en association, en convention avec le Conservatoire de Picardie, qui fait un plan de gestion. Et ensuite, on fait intervenir des entreprises spécialisées, parce que c'est encore un métier à part. C'est un métier sur l'espace naturel. Alors, mine de rien, on globalise l'espace vert, mais l'espace vert est très particulier, comme disait madame. On a les élagueurs, on a des équipes spécialisées qui s'occupent des terrains de sport, le stade Pierre-Brisson, tous les terrains de sport de la ville sont faits en régie, espace vert, c'est un métier totalement différent.
les jardiniers de quartier qui, eux, sont des jardiniers. Et puis après, il y a tout ce qui touche à la nature pure. Alors l'éco-pastoralisme, la gestion différenciée des espaces. Et ça, c'est un métier encore différent où on fait, au plan d'eau du Canada, on fait intervenir des prestataires extérieurs sur un plan de gestion qui est fait en accord avec la collectivité et le conservatoire de Picardie. Alors, le marais, toute la zone humide, les 90 hectares de zone humide, oui, tout le marais de Saint-Just font partie de cette zone-là. C'est-à-dire, de la Bergerette jusqu'au plan du Canada, on a 120 hectares. 120 hectares qui sont en zone naturelle classée pour certains. Hein. Il y a une partie qui est classée. Et donc, on travaille avec le conservatoire qui nous font des relevés faune-flore et qui nous font des préconisations de gestion pour essayer d'impacter au minimum le milieu et faire en sorte de le valoriser. Et je rajouterais aussi par rapport au cimetière, puisque ta direction participe à la végétalisation des cimetières. Quand je dis végétalisation des cimetières, maintenant beaucoup me disent qu'il y a beaucoup d'herbes dans les cimetières, donc c'est normal. Maintenant, on n'utilise plus les produits phytosanitaires. C'est l'enherbement total des cimetières. En fait, on y va, on y arrive tout doucement. Et aussi, on a commencé aussi à planter des arbres. Je pense qu'il y a une centaine déjà. 300 arbres là, sur le cimetière de Tilloy. Voilà, il y a déjà 300 arbres qui sont plantés au sein des cimetières tillois. Et je pense qu'on va aussi continuer. On va faire aussi les autres cimetières, notamment Saint-Just-des-Marais et la suite. Là, on est en train de faire travailler sur le pilotage de Mamadouli, d'ailleurs, un cabinet d'experts qui étudie l'ensemble des cimetières de Beauvais, puisqu'on a un patrimoine de 6 cimetières qui est dans un état où les infrastructures sont en état d'usage. Donc, il est opportun de dire comment on va requalifier tout ça, comment on va adapter tout ça aussi aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est le cabinet Binon qui est à l'ouvrage. Hein. Il y a un comité de pilotage qui s'est tenu encore pas très longtemps. Donc, ils sont en train de nous écrire les perspectives pour ces 6 cimetières. Donc les cimetières, oui, alors on n'a pas en gestion directement le personnel qui gère les cimetières, mais c'est un de nos services clients, en quelque sorte. Donc on se met aussi en soutien. Par contre, c'est nous qui effectivement réalisons les travaux d'aménagement. Donc là, sur le cimetière de Tilloy, on a déjà une vision de l'esprit dans laquelle on est rentré, puisqu'en fait, on a fait une extension là, qui va être inaugurée prochainement, je crois le 19 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc là aussi, on passe des allées en bitume, en enrobé, à des allées qui sont totalement perméables, engazonnées, etc. Donc plus de balayeuses, mais des tondeuses pour tondre, et encore pas beaucoup, parce que c'est des surfaces où la pousse est relativement modérée. Néanmoins, c'est très végétal. On change complètement de paradigme en termes d'aménagement. Et puis l'autre sujet de perspective, c'est les cours d'école, où pendant très longtemps on a eu des demandes quand je dis très longtemps, c'est au moins il y a 30-40 ans facile, à faire des cours bitumés, etc., pour que ces petits ne se mouillent pas les pieds. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ces cours d'école qui sont en enrobé noir, qui ont une tendance à accumuler les chaleurs, etc., et quand il fait fort chaud, c'est très désagréable. Heureusement, on a toujours eu quand même des cours relativement arborés, pas assez aujourd'hui à notre goût. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande à la fois des enfants et des enseignants pour dire, l'enrobé est terminé, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on réaménage nos cours dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cours à oasis. C'est-à-dire que c'est des cours où on doit pouvoir se ressourcer, se mettre en connexion avec la nature, apprendre aux enfants ce qu'est la nature et l'environnement. Voilà, donc on est sur ces projets-là aussi, dont la première cour, je pense, ça va être Marie Selbé, qui est programmée, je crois, pour l'été prochain. Voilà, donc comme quoi, on avance aussi sur ces sujets-là. Beauvais, c'est une vieille tradition, ces jardins ouvriers, puisque ça fait partie des plus anciens jardins ouvriers de France. La première moitié du XXe siècle. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, on compte 14 sections de jardins familiaux, mine de rien, et en gros, on a 1300-1350 parcelles aujourd'hui à l'usage des habitants via ces jardins familiaux. Les jardins familiaux, les terrains nous appartiennent, les infrastructures nous appartiennent, nous les entretenons, nous les mettons en œuvre. Là, on va recréer, tu pourras en parler peut-être des jardins. Donc, et donc, du coup, c'est géré par des associations de jardins familiaux qui sont rattachées à l'association départementale des jardins familiaux de l'Oise. Donc, c'est évidemment les associations qui attribuent les parcelles aux demandeurs, qui les gèrent. Évidemment, on est face à des listes d'attente aussi de plus en plus, parce qu'après Covid, tout le monde a eu
le déclic de se dire finalement les jardins familiaux c'est vraiment très bien, et surtout quand on habite en appartement où on n'a pas forcément, parfois on n'a même pas de balcon, alors c'est pour dire. Donc c'est vraiment le poumon vert, et puis bon, pour bien des familles c'est aussi une aide financière, parce que cultiver ses propres légumes, évidemment en termes d'économie, ça permet de gagner un peu de pouvoir d'achat. Voilà, je vais laisser continuer Mamadou parce que c'est un sujet sur lequel on est très impliqué. Oui, concernant les jardins familiaux, il faut savoir que, comme disait Dominique, la ville en tant que telle apporte son soutien technique et son soutien financier, puisque les jardins familiaux, ce sont des associations qui demandent quand même des subventions pour pouvoir fonctionner. L'apport technique, c'est surtout s'il y a des cabanes à changer, si ils ont des problèmes de récupérer des déchets, et dans ce cas-là, la ville intervient. Mais la gestion interne du fonctionnement des jardins familiaux, c'est uniquement au président et son équipe. Il y aura une nouvelle qui va ouvrir bientôt. On va inaugurer bientôt la nouvelle section qui se trouve à Saint-Just-des-Marais, juste à côté du terrain du bowling, c'est ça, le boulodrome du boulodrome. On a voulu en fait mettre en exemple une section qui s'adapte vraiment à notre environnement et qui permet aussi de faire d'économie d'eau, qui permet aussi d'avoir une autre manière de faire du jardinage en fait. Et donc avec des petites parcelles, avec des systèmes de récupération d'eau, des petites parcelles aussi, parce que dans certaines sections on a des très très grandes parcelles, mais là on va avoir des petites parcelles pour permettre à chacun d'avoir au moins une petite parcelle. Alors on a des serres les serres municipales qui sont au parc Kennedy abritent quelques-unes de nos ruches. Il y en a au parc d'Assaut. Donc on a quelques ruches qui nous appartiennent. On a aussi des conventions avec des apiculteurs, puisqu'au niveau de la Tour Boileau, on a un apiculteur qui exploite, je crois, 2 ou 3 ruches. Donc on produit notre miel. Notre miel qui est parti à l'UPC, qui est l'unité de production culinaire avec laquelle on va faire la semaine du goût pour les enfants. Donc on va faire des préparations grâce à ce miel. Je crois que c'est déjà fait d'ailleurs, il me semble. Donc on fait ça chaque année, ça marche très bien. D'ailleurs, on fait des ateliers pédagogiques notamment avec les enfants des ALSH pour l'extraction du miel. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on connaît bien, et on est bien équipé de combinaisons. Mais c'est bien qu'à Alep aussi, il y ait cette section apiculture qui s'y mette. Alors l'apiculture, c'est pourquoi on s'est lancé là-dedans, parce qu'on peut se poser la question pourquoi une ville s'amuse à faire du miel, à faire des ruches, etc. Une vocation première, la sauvegarde de l'abeille. L'abeille aujourd'hui en ville, notamment la ville de Beauvais qui est en zéro phyto depuis 2006-2007, elle butine sur des plantes qui n'ont pas été traitées. Ce qui n'est pas le cas en milieu rural, notamment où il y a des grandes cultures, où là malheureusement les traitements, c'est un débat de fond national, vous l'entendez encore avec le glyphosate, là pour lequel l'Europe s'apprête à solliciter une prolongation de 10 ans d'exploitation. Bon, voilà. Aujourd'hui les abeilles à Beauvais, elles sont tranquilles, elles sont dans des territoires sains. D'autant plus sain qu'aujourd'hui même les particuliers n'ont plus accès aux produits phytosanitaires comme autrefois, et donc on impacte normalement, nous, chacun d'entre nous, beaucoup moins l'environnement que par le passé. Deuxièmement, les abeilles, c'est des pollinisateurs. On ne peut pas mettre des RG urbains en route, intergénérationnels, sans qu'on ait des pollinisateurs à disposition. Troisième point, la pédagogie. Vous avez bien compris, je vous parle d'écoles régulièrement, de centres de loisirs. On a tous les enfants de Beauvais, et parfois même d'ailleurs, qui viennent nous rejoindre pour des activités. Et ce volet transmission aux jeunes générations, il est important, parce que si on veut continuer à sauver la planète avec ceux qui sont aujourd'hui à l'école et qui demain seront les futurs professionnels, il va falloir que tout le monde ait cette conscience. Et pour établir cette conscience, quoi de mieux que de sensibiliser, d'informer, ce qu'on prend le temps de faire aujourd'hui d'ailleurs aussi au travers des arbres. Et tout ça est absolument cohérent. Et j'allais dire, s'il y a un trou dans la raquette, faut me le dire. On le comblera avec, je pense, la bénédiction de Mamadou. Mais pour le coup, les ruches municipales, c'est pas tant pour le miel qu'on produit. Ceci dit, on le soumet quand même au concours national des miels, et on a un miel qui est plutôt de très haut niveau. Voilà. Surtout celui
Et on a un label, on a le label apicité, 3 abeilles d'ailleurs, ce qui est le niveau maximum, donc c'est quand même pas si mal que ça. Et pour tout vous dire, celui des serres municipales, il est extraordinaire, parce que sur la plateforme des serres municipales poussent 800 variétés de plantes, et donc on a un miel multifleur de toute beauté. On pourrait se croire sur un miel de printemps de haute montagne. S'il n'y a plus de questions, pour terminer, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un me rappeler le festival d'Idélia. Donc, on va essayer de travailler dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, quand même, on va assister à les portes ouvertes des serres, on va remettre ça en route.